Mary Shelley est surtout connue pour être l'auteur de Frankenstein, un roman fantastique un peu simpliste, ce qui fait d'elle une sorte de Buffy avant la lettre. Pourtant, quand on s'intéresse à la vie de Mary Shelley, on s'aperçoit que son Frankenstein est en fait une histoire où se mêlent la science, la révolution, la religion, la philosophie et la sexualité. Autant de thèmes qu'on ne retrouve pas vraiment dans le film Frankenstein et le loup-garou, qui est à l'original ce que Schindler J'ai rétréci les gosses pourrait être à la liste de Schindler. Mary Shelley n'a pas seulement écrit un roman fantastique, elle a abordé les grandes questions de son époque, inventant au passage la science-fiction. Le plus étonnant, c'est qu'elle a écrit Frankenstein à 18 ans, un âge auquel la création littéraire se limite généralement à des textos hyper cool adressés aux émissions de télé-réalité. Deux choses ont joué en faveur de Mary Shelley, l'époque à laquelle elle a vécu et le milieu dont elle était issue. Elle a notamment été influencée par sa mère, qu'elle n'a jamais connue, Mary Wollstonecraft, auteure du premier livre écrit en anglais en faveur des droits de la femme. Défense des droits de la femme. Un ouvrage qui se veut notamment une réponse à Jean-Jacques Rousseau, dont les idées ont inspiré de nombreux révolutionnaires français, mais qui n'était pas toujours très clair sur le statut de la femme. Un homme qui, entre deux réflexions philosophiques, avait trouvé le moyen d'épouser une servante analphabète qui ignorait jusqu'au mois de l'année. Ils devaient avoir tous les deux des discussions passionnantes. Comment pouvons-nous être sûrs que ce que nous percevons est réel? Je sais pas, moi de te poser une question, Noël, c'est déjà passé? Rousseau a écrit que la femme était naturellement timide et passive. Pour lui, l'homme et la femme ne doivent pas recevoir la même éducation car... Les enfants des deux sexes ont des goûts propres qui les distinguent. Les garçons cherchent le mouvement et le bruit, les tambours, les petits carrosses. Les filles aiment mieux les miroirs, les bijoux et surtout les poupées. Mary Wollstonecraft, elle, considère que si la femme semble plus passive que l'homme, c'est en raison de son statut. Elle considère que les femmes sont traitées comme des soldats dressés à obéir sans poser de questions. Tournez un peu pour voir. Elle conteste les propos de Rousseau sur la passion des filles pour les poupées. Une fillette ne s'intéresse à une poupée que lorsqu'elle n'a aucune autre distraction. Forcément, quand une petite fille se retrouve bombardée dès la naissance ou presque de poupées, de petites robes roses à fleurs et d'accessoires de beauté, alors que son petit frère a droit au coffret du petit nettoyeur ethnique, ça fait une différence. Quand une gamine de 2 ans se balade avec une petite poussette, inutile de s'exclamer « Oh, une vraie petite femme !» Ce qui l'amuse, c'est que ça roule. Elle se dit pas « Il faut que je m'entraîne, vu l'ambiance dans le quartier, je vais pas tarder à me retrouver en cloque. » Mary Wollstonecraft n'hésite pas à parler de la sexualité féminine. Dans une lettre à son futur mari, elle lui confie « J'ai rarement vu mon visage s'embraser comme ce matin. De doux souvenirs ont fait ressurgir, tandis que je me coiffais une bouffée de plaisir. » Ceci à une époque où la femme était considérée comme un être inférieur, impropre aux tâches les plus nobles et dotée d'un plus petit cerveau que l'homme. Une femme n'était pas censée sentir comme ça des bouffées de plaisir en s'arrangeant les cheveux dans sa coiffeuse. Mary Wollstonecraft revendique un droit politique, celui d'être guidée par la passion. Une passion qu'on a un peu de mal à retrouver chez nos responsables politiques modernes, qui sont au paroxysme de l'excitation quand ils vous annoncent la publication d'un communiqué plus tard dans la soirée. Mary Wollstonecraft vient à Paris pour participer à la Révolution, tombe amoureuse, a un enfant, se sépare du père, puis fait la connaissance d'un certain William Godwin. Elle se retrouve de nouveau enceinte, et en 1797, elle accouche d'une petite fille qu'elle appelle Mary, comme elle. Mais elle meurt 10 jours plus tard de septicémie, payant ainsi de sa vie celle de l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. L'enfant va donc être élevé par son père dans une maison pleine de livres. William Godwin tient à ce que Mary soit la digne fille de sa mère et en particulier à ce qu'elle soit capable de parler de tous les sujets. Bon, alors je vais parler aujourd'hui de Benjamin Franklin. Il met ainsi un pupitre au milieu de son salon et l'encourage à faire des exposés sur les questions les plus diverses. Oh, ça se passe de commentaires. Un autre événement va marquer durablement la fillette. Les savants de l'époque avaient pour habitude de récupérer les corps des assassins fraîchement exécutés pour des expérimentations. Or, William Godwin avait pour ami le grand physiologiste Anthony Carlyle.
1, 2, 3, 4. Ce dernier avait assisté à une expérience au cours de laquelle un appareil constitué de 240 plaques métalliques avait été relié à la tête d'un cadavre. Il avait tout raconté à son ami Godwin et à ses filles. La mâchoire du défunt s'est mise à trembler et il a même ouvert un œil. Lors d'une deuxième expérience, il a levé la main droite et a plié les doigts. Ses jambes ont bougé. Toute l'assistance avait vraiment cru un instant que le misérable était sur le point de ressusciter. L'électricité était alors au centre des débats. Les progressistes voyaient en elle de multiples raisons d'espérer. Elle représentait le triomphe de la science et de la raison sur les superstitions, les anges et les démons. C'est dingue le chemin parcouru depuis. À la fin du XVIIIe siècle, on se disait « Super, on va pouvoir attacher un cadavre sur une chaise et le faire revivre grâce à l'électricité ». Tandis qu'aujourd'hui, le leader du plus puissant pays du monde se réjouit de pouvoir attacher un homme vivant sur une chaise et de lui exploser la tête à coups de décharge électrique. L'électricité avait déjà suscité des discussions passionnées en France à la veille de la Révolution. On avait longtemps pensé que la foudre était une grosse boule de feu lancée par un dieu mécontent. Jusqu'à ce qu'un révolutionnaire américain du nom de Benjamin Franklin explique que la foudre est en fait un feu électrique susceptible d'être capté, ce qu'il s'empresse de démontrer à l'aide d'un cerf-volant. Une théorie qui va entraîner de vifs débats au sein des cercles dirigeants de la Révolution française. L'enthousiasme que manifeste Anthony Carlyle pour ses expériences macabres est donc à replacer dans un contexte où l'électricité émerveille les milieux les plus avant-gardistes de l'époque. La jeune Mary a 14 ans lorsque son père l'envoie poursuivre ses études en Écosse dans une école non conformiste de Dundee. Pendant son absence, son père reçoit plusieurs lettres d'un jeune poète, un certain Percy Shelley. Percy vient d'être renvoyé de l'université d'Oxford pour avoir écrit un pamphlet intitulé « La nécessité de l'athéisme ». Avec l'argent hérité de son père et de son grand-père, il veut aider William Godwin à continuer de publier des ouvrages politiques. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas encore touché son héritage, pour la bonne raison que son père et son grand-père ne sont pas morts. Le jeune homme obtient un prêt bancaire qu'il s'engage à rembourser au quadruple dès qu'il aura hérité. Allô? Tina à l'appareil de la banque écossaise Ah oui. de crédit. Bonjour, oui. Votre père n'est toujours pas mort? Malheureusement, j'ai bien peur que non. Percy a 21 ans et est déjà marié lorsqu'il vient rendre visite à Godwin. Mary est de retour à Londres et vit de nouveau avec son père dans cet immeuble sans caractère. Le poète tombe sous le charme de cette jeune fille de 16 ans passionnée par la science et la Révolution française. Un soir, les deux jeunes gens se rendent ensemble sur la tombe de la mère de Mary. Percy en profite pour déclarer sa flamme à la demoiselle et pour fêter ça, ils font immédiatement l'amour en plein cimetière. Bon, je sais que c'est dur quand on est jeune, qu'on s'aime et qu'on ne peut pas se payer l'hôtel. Je ne voudrais pas paraître vieux jeu, mais quand même... Sur la tombe de sa mère! J'imagine bien la scène. Ouais, faut pas que tu crois que je suis le genre de fille à m'envoyer en l'air sur la tombe de ma mère de la première rencontre. Je te jure que d'habitude, c'est sur la tombe de quelqu'un que je connais pas. Percy donne ce soir-là à Mary l'un de ses poèmes. La jeune fille écrit sur une page « J'aime l'auteur au-delà de tout ce qui peut s'exprimer. Je suis à toi, marqué pour toujours par le baiser de l'amour. » On imagine souvent Mary faisant tapisserie pendant que Percy Shelley et ses amis discutent politique. Ce n'était pas du tout le cas. Elle était l'une des rares personnes capables de tenir tête à Percy dans un débat, ce que celui-ci appréciait particulièrement. Mais la femme de Shelley refuse le divorce. Qu'à cela ne tienne, les deux amants ont une solution. Ils vont se suicider. Un projet qui tourne court lorsque la belle-mère de Mary fait irruption dans sa chambre et les trouve en possession d'un pistolet et d'un flacon de laudanum. Tu pourrais frapper. Bonjour, Madame Godwin. Finalement, une nuit, Mary et sa demi-sœur Claire s'enfuient avec Percy et gagnent la France à bord d'un bateau de pêche. De quoi faire jaser dans les chaumières. Surtout quand on pense qu'il était marié et que la petite n'avait que 16 ans au moment des faits. Il a eu du bol de ne pas être envoyé illico en Angleterre où des centaines de bons chrétiens indignés se seraient mis à l'eau pour l'injurier. Salaud! Mary et Percy sont pourtant loin d'être immatures. Même si la jeune fille peut parfois paraître un peu candide lorsqu'elle arrive à Calais, par exemple. Nous avons découvert avec émerveillement l'étrange costume des Françaises et lu avec délice les inscriptions portées sur nos passeports, tandis qu'autour de nous, des enfants parlaient français.
Autrement dit, ça y est, on est à l'étranger. C'est vrai, la première fois qu'on quitte son pays, on a du mal à croire que les gens puissent vraiment être différents. La première fois que je suis venu à Paris, j'ai abordé quelqu'un dans la rue en lui disant « Excuse-moi, je cherche la banque. » Ah, vous cherchez la banque, c'est facile. C'est génial, hein, vous faites plein de petits bruits bizarres et les gens comprennent. Ils achètent ensuite un âne pour porter les bagages et se mettent en route pour la Suisse. Mais l'âne ne tient pas le coup et ils sont obligés de l'échanger contre une mule. Je me demande ce que le concessionnaire de l'époque a pu leur faire comme reprise. Les trois jeunes gens se rendent assez vite compte qu'ils ne pourront pas vivre en Suisse avec une mule pour tout patrimoine. Ils décident donc de rentrer en Angleterre en descendant le Rhin en bateau. Et le jour des 17 ans de Mary, ils font escale chez... Les Frankenstein. Ils n'ont plus un penny lorsqu'ils arrivent en Angleterre et doivent emprunter une barque pour remonter la Tamise. Percy et Mary s'installent finalement ensemble à Londres, aux grandes dames de la société bien pensante. Harcelés par les huissiers, ils déménagent tous les mois et doivent se déguiser pour passer inaperçus. William Godwin lui-même intente un procès au jeune poète pour non-versement de l'argent qu'il lui avait promis. Pour couronner le tout, la femme de Percy, Harriet, annonce qu'elle est enceinte, bientôt imitée en cela par Mary. Mais cette dernière accouche d'un prématuré qui ne survivra pas. La jeune fille écrit dans son journal « J'ai rêvé que mon petit bébé revenait à la vie. Il avait juste pris froid, et en le réchauffant au coin du feu, nous l'avions ranimé. » C'est dans cette ambiance plutôt déprimante que Mary décide d'aller vivre à Bristol, en partie pour échapper à ceux qui lui font comprendre qu'elle n'a que ce qu'elle mérite. Son séjour dans cette ville va avoir une influence déterminante sur son œuvre future. L'esclavage a été aboli en Grande-Bretagne, mais des milliers d'anciens esclaves vivent toujours à Bristol dans des conditions épouvantables. Pour nombre de notables de la ville, les Noirs se situent quelque part entre l'homme et le singe. Cette expérience marque profondément Mary, qui est scandalisée par le racisme dont peuvent faire preuve certains de ses compatriotes. C'est le moment que sa demi-sœur Claire choisit pour commencer à sortir avec un autre poète, Lord Byron. Mary propose qu'ils partent tous ensemble à Genève. Une petite virée souvent présentée par les historiens comme une sorte de rêve party à quatre. Une critique somme toute conforme à l'attitude hypocrite de beaucoup de Britanniques lorsqu'il est question de drogue, et notamment de nos chers parlementaires. Une attitude compréhensible de la part des conservateurs, qui ont tous plus de 70 ans, mais plus étonnante de la part des amis de Tony Blair, des quinquagénaires qui ont fait leurs études dans les années 60 et qui prétendent maintenant n'avoir jamais fumé un seul pétard. Menteurs! Certains ont passé leur adolescence dans un nuage de fumée. De temps en temps, ils désignent un volontaire qui se font d'une déclaration à la presse. J'ai essayé une fois, mais ça ne m'a pas plu, alors je n'ai jamais recommencé. Tu parles quand on n'aime pas un truc, on en essaie un autre. C'est comme si vous disiez « Ouais, j'ai essayé de manger une fois, c'était des tripes, j'ai pas aimé, alors j'ai laissé tomber la bouffe. » Quand entendra-t-on enfin un homme politique honnête déclarer « Eh oui, j'ai fumé du hash, d'ailleurs je continue. Vous avez déjà essayé de faire une pipe à eau avec une bouteille en plastique? C'est génial. » Enfin, c'est pas ça qui va nous faire entrer dans la zone euro. Les quatre jeunes gens sont surtout venus ici pour parler politique et mettre un peu de distance entre eux et un pays de plus en plus répressif et impitoyable pour les plus faibles. D'accord, ce voyage ne figurait peut-être pas parmi les revendications des ouvriers. Ouais, on veut plus de vacances pour les poètes. Toujours est-il qu'un soir d'orage, Byron propose qu'ils écrivent tous une histoire de fantôme. Le lendemain, Mary lit à ses amis les quelques pages qu'elle a écrites. Percy l'encourage à en faire un livre. Mary Shelley finira ce qui deviendra Frankenstein en rentrant en Angleterre dans la petite ville de Marlow à l'ouest de Londres. Et je suis sûr que Percy et Mary auraient beaucoup apprécié la jardinière placée devant leur porte à l'occasion du 50e anniversaire du règne d'Élisabeth. Rappelons au passage que Frankenstein n'est pas le nom du monstre, mais celui du savant qui crée le monstre. La confusion peut avoir des conséquences regrettables. Surtout pour les pauvres gens qui s'appellent vraiment Frankenstein et dont Mary Shelley a emprunté le nom. Leur vie doit être un véritable calvaire. Désolé, nous sommes complets pour les 6 mois à venir, monsieur Frankenstein. Le roman de Mary Shelley a donné lieu à d'innombrables études et aux interprétations les plus subtiles. Le complexe de persécution sous-jacent traduit l'angoisse d'un rejet fantasmatique, renvoyant à un désir homosexuel originel. Il est certain que de puissants mécanismes homophobes sont à l'œuvre dans Frankenstein. Quand on entend ça, on a envie de lever la main et de crier « C'est l'histoire d'un monstre, c'est tout !»
Des gens comme ça sont capables de regarder les Teletubbies et de vous dire « Lala cherche le ballon, ce qui montre qu'il est complexé par la taille de ses organes génitaux. » D'ailleurs, si ça se trouve, le monstre est lui-même homosexuel. Il faut renoncer une fois pour toutes à essayer de lire entre les lignes de Frankenstein. Il n'y a pas de message caché. Si Mary Shelley avait voulu parler d'autre chose, elle aurait écrit autre chose. On peut en revanche se demander où la jeune fille a bien pu trouver son inspiration. Le roman commence par une lettre du capitaine Walton dont le navire est pris dans les glaces du pôle Nord. On y retrouve plusieurs thèmes propres à cette époque révolutionnaire. Il explique par exemple comment il a préparé l'expédition. J'ai passé mes nuits à étudier les mathématiques, la médecine et diverses branches de la physique. Autant de sujets chers aux héritiers du siècle des Lumières, en rupture avec un système éducatif dominé par l'Église. Le capitaine est manifestement un homme moderne. La preuve ? Mon père avait confectionné un cerf-volant muni d'une grande ficelle pour aller chercher l'électricité dans les nuages. Arrive le docteur Frankenstein qui va raconter au capitaine son étonnante histoire. Il explique à Walton qu'il a toujours rêvé d'être un jour capable de créer la vie. Pendant des années, il a pillé les tombes pour se procurer les organes dont il avait besoin. C'est là que les ennuis commencent. C'était par une morne nuit de novembre. Le bon docteur voit soudain sa créature s'animer, mais il recule saisi d'horreur. Les événements tragiques qui ont récemment marqué la vie de Mary Shelley transparaissent dans la suite, car le docteur Frankenstein raconte à Walton qu'après s'être finalement endormi, j'ai rêvé que je tenais dans mes bras le cadavre de ma défunte mère. Le monstre part donc dans la campagne et arrive dans un village où il sème la panique par son seul aspect. Pourtant, il ne cherche pas encore à faire le mal et se cache dans la grange d'une famille de paysans, parcourant les environs pendant la nuit pour déposer chaque matin des vivres sur le pas de leur porte. Il fait manifestement tout ce qu'il peut pour se rendre utile. La première réaction du monstre est donc d'aller vers les autres et de développer ses connaissances. Il reste caché dans sa grange pendant 1 an et apprend progressivement à parler et à lire grâce aux œuvres de Milton ou de Shakespeare, ou encore à des manuels de maths et de géographie qu'il trouve tout à fait par hasard. Il découvre également qu'une des habitantes de la maison a été esclave des Turcs avant de s'enfuir. Là où les femmes peuvent avoir une place dans la société. Il est atterré par certaines de nos valeurs. J'ai appris que le rang et la fortune étaient les 2 possessions les plus estimées de vos semblables. Un seul de ces attributs permet à un homme d'être respecté. Mais s'il n'a ni l'un ni l'autre, il est considéré comme un vagabond et un esclave, condamné à gaspiller son énergie pour le plus grand bénéfice d'une poignée d'élus. Le monstre apparaît comme un être en proie à un conflit permanent, déchiré, comme les hommes, entre la colère et la peur, l'intelligence et la bêtise. Le père de la famille chez qui il vit est aveugle et joue de la flûte. Le monstre attend qu'il soit seul pour se présenter. Comme l'aveugle ne sera pas effrayé par son aspect, il se dit qu'il lui accordera peut-être l'hospitalité. Il faut dire que les lois sur l'immigration étaient moins sévères qu'aujourd'hui. L'homme le trouve très sympathique et lui propose de rester. Tout semble aller comme sur des roulettes. Jusqu'au moment où le reste de la famille rentre à la maison. Là, horreur, panique. Il est chassé à coups de bâton. Ensuite, toute la famille déménage, visiblement gênée par le voisinage. Le monstre en déduit très justement qu'il va avoir du mal à s'intégrer. Il décide donc de se venger de l'humanité, et en particulier de son propre créateur, en tuant tous les proches du docteur Frankenstein, à commencer par son petit frère. Après le meurtre de l'enfant, le monstre propose quand même à son démiurge de faire la paix, à condition qu'il lui fabrique une copine. Devant le refus de Frankenstein, il tue le meilleur ami de celui-ci, puis sa fiancée.
C'est parce que le monstre est exclu de la société qu'il se transforme en un tueur sanguinaire. Après s'être vengé, il est pourchassé à travers toute l'Europe par le docteur Frankenstein et le roman se termine par sa mort dans un brasier qu'il a lui-même allumé. Mary Shelley a réalisé un véritable exploit en créant un héros qui assassine un enfant, mais qui continue pourtant à susciter la sympathie du lecteur. La même histoire écrite aujourd'hui donnerait quelque chose du style « Il était une fois un monstre qui avait tué un petit garçon parce que c'était un salaud. Les monstres de ce genre ne sont pas des monstres, mais des salauds. » Ensuite, il faudrait absolument dénicher une photo de l'ex-petit ami du monstre pour la couverture. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un assassin, on est une vedette, comme les participants du Loft. Je suis sûr que la presse adorerait. Émission spéciale, le Loft des meurtriers, avec Guy Georges, Landru et le docteur Petiot. Qui sera enterré sous le salon en fin de semaine? À vous de décider. On retrouve dans ce roman un certain nombre de thèmes d'actualité en ce début du 19e siècle. La relation du créateur avec l'être créé. Une fascination pour la science, avec tous ses dangers. Mary Shelley dépeint également une société malade qui rejette certaines personnes uniquement en raison de leur apparence. Rien qui puisse en faire un best-seller dans les milieux bien pensants. On se demande ce qui, du cœur ou du cerveau de l'auteur, est le plus malade. Frankenstein est bientôt adapté à la scène. La société londonienne de défense des valeurs morales met en garde les pères de famille. Mais la critique ne touche guère Mary Shelley, qui a alors bien d'autres soucis en tête. Claire vient de donner naissance à une petite fille, dont Byron est le père. Son autre demi-sœur, Fanny, s'est suicidée en apprenant qu'elle n'était pas la fille de William Godwin. Et Harriet, la première femme de Percy, se suicide à son tour. Après la mort d'Harriet, l'entourage de Percy et de Mary les presse de se marier. Ce qui montre qu'à l'époque, ça se faisait vraiment pas de vivre dans le péché. Les deux rebelles finissent par céder et convolent en juste noces. Peu après leur mariage, Mary et Percy ont un deuxième enfant, Clara, qui meurt également en bas âge. Mary sombre dans une profonde dépression dont elle ne sortira probablement jamais. Il faut dire qu'elle n'a certainement pas dû trouver beaucoup de réconfort dans les lettres de son père. Tu dois comprendre que seules les personnes très ordinaires peuvent se laisser abattre longtemps par un malheur de cette nature. La pauvre Mary a d'ailleurs une raison de plus de se tourmenter. Lors d'un nouveau voyage en Europe, elle se rend compte que Percy est tombé amoureux de sa demi-sœur Claire. Il lui a écrit un poème dans lequel il dit penser à elle chaque nuit. Gardant le souvenir d'inconnues caresses, imaginant qu'à moi enfin elle s'adresse. Le jeune homme est tellement persuadé du bien fondé de l'amour libre qu'il ne comprend absolument pas que sa femme puisse être contrariée. Comme il le résume dans un autre poème, « L'amour vrai diffère de l'or et de la glaise, car en le divisant personne on ne lèse. » il n'avait pas tout à fait tort. Quand on a deux enfants et qu'un troisième arrive, ce n'est pas parce qu'on l'aime qu'on aime moins les autres. Par contre, au niveau du couple, c'est peut-être un peu plus compliqué dans la pratique. Je ne me vois pas vraiment rentrer chez moi en disant « Bonsoir chérie, t'as passé une bonne journée ? Ah bon, tu t'es envoyé en l'air avec le laveur de carreaux ? Et il a fait du bon boulot. Je parle des vitres, bien sûr. » En 1819, alors que le couple se trouve en Italie, leur fils William, âgé de 3 ans, meurt à son tour d'une crise de paludisme. Puis un jour, Percy part en bateau le long de la côte italienne, en compagnie d'un ami, et malgré le mauvais temps. Il ne sait pas nager, mais il a une confiance en lui à toute épreuve. Je peux barrer un bateau d'une main, tout en tenant un livre de Platon dans l'autre. Ce qui est effectivement très pratique en cas de naufrage, pour vous rassurer sur la réalité de l'existence. Mais le bateau chavire, et Shelley se noie. Son corps sera retrouvé un peu plus tard échoué sur une plage. Lord Byron et plusieurs autres de ses amis organiseront sur place une petite cérémonie de crémation saluant Shelley, le maître de la poésie infidèle, mort noyé. Un drame de plus dans la vie déjà bien remplie de Mary, qui doit commencer à croire qu'elle les attire.
Détail pittoresque, le cœur de Shelley ne s'est pas consumé sur le bûcher. Tout le monde le veut, mais c'est finalement Mary qui l'emporte. Elle le conservera dans son secrétaire jusqu'à sa mort. Mary restera en contact avec des peintres d'avant-garde et écrira plusieurs autres œuvres essentiellement pour des raisons alimentaires, le père de Percy ayant refusé de lui accorder une quelconque part d'héritage. Elle passera les dernières années de son existence dans cette maison du quartier de Westminster à Londres, usée par les multiples tragédies dont elle aura été victime. Non pas qu'il y ait nécessairement un lien direct entre la vie d'un auteur et la qualité de son œuvre. Je connais un certain nombre d'hommes politiques qui vous racontent des histoires à dormir debout, mais qui seraient incapables de pondre un vrai roman. Mary Shelley, elle, renoncera peu à peu à ses idéaux révolutionnaires, soutiendra le néoconservateur Disraeli et condamnera les révolutions européennes. Mais elle restera toujours fidèle au souvenir de Percy. Quand on lui demande si elle se remariera un jour, elle répond « Jamais. Le nom de Mary Shelley sera gravé sur ma tombe. Pourquoi? Je ne sais pas, si ce n'est que c'est un joli nom. Je n'aurai jamais le cœur de m'en séparer. » C'est effectivement le nom qui fut marqué sur sa tombe lorsqu'elle mourut en 1851. Elle avait tenu à être enterrée à côté de sa mère, à l'endroit où elle avait fait l'amour pour la première fois avec Percy. Un beau geste très romantique, qu'on serait tenté d'imiter. Sauf que dans le quartier où j'ai grandi, on serait obligé de creuser une nécropole sous les toilettes du lycée. Des années plus tard, sa belle-fille, Jane, qui avait épousé son fils, Percy Jr., constatant l'état de dégradation de ce cimetière, fit exhumer les corps pour les transférer à Bournemouth. Le pasteur local refusa cependant d'accepter les dépouilles de ces païens. Jane se présenta donc à la porte du cimetière avec ses 3 cercueils, annonçant qu'elle ne partirait qu'après les avoir enterrés. Le pasteur finit par céder. Mais il refusa mordicus que le nom Frankenstein soit gravé sur la tombe, ou qu'il soit seulement prononcé lors de la cérémonie. Une décision confirmée par les autorités religieuses de la ville en 1977. Ainsi, à une époque où toute l'Angleterre bien pensante tremblait devant les punks, les paroissiens de Bournemouth veillaient à perpétuer l'esprit du 19e siècle. Mary Shelley a écrit son chef-d'œuvre à une époque où, pour une femme, le simple fait d'exprimer des idées demandait un courage extraordinaire. Aujourd'hui encore, elle aurait intérêt à suivre certaines règles. Novembre, il fait froid et sombre. J'ai créé un monstre. Moi, je suis boudinée dans mon jean taille 38. J'ai 32 ans et pas le moindre signe de mariage en vue avec un jeune loup de la pub hyper friqué. Mary Shelley a pris part avec enthousiasme au grand débat qui animait la société de son époque, en osant remettre en question les valeurs établies. C'est ce qui lui a permis d'écrire une histoire fantastique toute simple, parlant aussi bien de découvertes scientifiques que de révolution, de religion, de philosophie, de sexualité et du pôle Nord. Que dirait-elle si elle revenait parmi nous aujourd'hui? Frankenstein, c'est le nom du docteur, pas du monstre, putain!